Nous avons chacun notre propre perception de la réalité. Il suffit parfois de faire un pas de côté pour faire évoluer le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. C'est ce qui m'a conduit à créer le podcast Il y avait une fois. Je suis Sophie et je partage avec vous mes découvertes et mes rencontres pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et questionner votre point de vue. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Et si le pouvoir de décision était essentiel à notre humanité, comment le retrouver dans une société qui vise la performance et la perfection ? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Gounel, écrivain. Traduit dans près de 40 langues, il s'est imposé parmi les auteurs français les plus lus au monde, avec des titres incontournables comme L'homme qui voulait être heureux, Le jour où j'ai appris à vivre, ou encore Et tu trouveras le trésor qui dort en toi. Également conférencier, il nous accompagne depuis 15 ans vers une meilleure compréhension de notre chemin de vie dans un monde en pleine métamorphose. Dans son 10e livre, Un monde presque parfait, paru aux éditions Mazarine, il éveille notre conscience aux adaptations nécessaires. C'est un roman initiatique et original qui donne furieusement envie de retrouver son pouvoir de décision, de jouir de sa liberté, de se réapproprier sa vie. Bonjour Laurent, et je suis vraiment ravie de vous recevoir dans le podcast Il y avait une fois. Bonjour Sophie. Alors, votre nouveau roman initiatique, Un monde presque parfait, vient de paraître aux éditions Mazarine. Pourriez-vous nous dire ce qui vous a donné envie d'écrire cette histoire ? Et ce qui m'a donné envie, c'est la prise de conscience qu'à notre époque, on tend à abandonner un peu la prise de décision à titre individuel. Abandonner pourquoi? Mais d'abord parce qu'on tend à s'en remettre à des applis de plus en plus. On décide plus de son itinéraire en voiture, on va se remettre au GPS, on a tendance à ne plus vraiment choisir les petits restos dans lesquels on va déjeuner, mais on va faire confiance à un TripAdvisor quelconque, etc. Et finalement, on le fait dans le but de prendre de bonnes décisions, bien sûr, et il n'y a pas de mal à ça, mais en même temps, c'est pas anodin de lâcher son passé à sa prise de décision. C'est-à-dire, on va être amené à en reparler, mais pour moi, la prise de décision est au cœur de notre humanité et c'est quelque chose qui est assez important pour nous. Et en parallèle de cet abandon à notre initiative, je dirais, on constate que la société tend à prendre de plus en plus de décisions à notre place. On se rend compte, par exemple, dans le monde de l'entreprise, où il y a de plus en plus de normes ISO qui vont décider de notre geste professionnel. Et puis, même dans tous les domaines, hein. J'entendais récemment sur les ondes que même un agriculteur n'a pas le droit de choisir l'époque de ses semis. Alors qu'on pourrait dire, s'il est dans le terroir, il connaît mieux que personne la météo de sa région. Mais non, il y a des normes qui disent que les semis doivent avoir lieu à telle période très précise de l'année. Enfin, oui, tout est normé. On décide de plus en plus à notre place. Alors, ça part d'une bonne intention, hein, sans doute, qui est nous aider à prendre de bonnes décisions. Mais une fois de plus, ce n'est pas anodin. Moi, je pense que le fait, l'acte de décider, en fait, l'acte de décision, je disais, est au cœur de notre humanité. C'est là, pour moi, ça joue à plusieurs niveaux. Ça joue déjà par rapport au fait que décider, pour moi, nous permet d'évoluer. Quand je décide, j'exprime qui je suis déjà, et en fait, par ma décision, je vais être emmené sur un certain chemin, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, et ce chemin va être parsemé d'embûches, d'écueils. Je vais parfois prendre le mauvais chemin, je vais prendre la mauvaise décision, donc je vais être confronté à l'échec. Et tout ça, en fait, c'est ce qui va me permettre de me construire, c'est ce qui va me permettre d'apprendre et donc d'évoluer. Et si je m'en remets à des décisions prises par d'autres ou par des applis qui me permettent de ne plus me tromper, finalement, de prendre un chemin rectiligne vers mon objectif, eh bien, finalement, je vais beaucoup moins apprendre au passage. Et donc, je vais moins évoluer, quoi. Et d'ailleurs, quand une mauvaise décision me conduit à échouer, eh bien, en fait, on se rend compte que l'échec va nous permettre de nous réinventer. Donc, c'est assez précieux. Je sais qu'on n'aime pas échouer, hein, notamment dans le monde de l'entreprise. On fait tout pour ne pas échouer. Et en même temps, et je parle en connaissance de cause, parce que dans mon parcours a été, en tout cas dans le passé, jalonné un certain nombre d'échecs qui m'ont nourri, en fait. Et aujourd'hui, je sais qu'ils ont été précieux. Ces échecs ont fait qui je suis aujourd'hui, quoi. Donc ça, c'est la première dimension sur la prise de décision. Il y en a une seconde qui est liée à la liberté. C'est là pour moi décider, c'est exercer sa liberté.
Et c'est peut-être aussi ce qui fait qu'on renonce à nos décisions, c'est-à-dire peut-être qu'on n'assume pas notre liberté, et à partir de là, parce qu'on a peur d'échouer, notamment une fois de plus, parce qu'on veut prendre la bonne décision, sauf que la liberté, on va peut-être être conduit ensemble, mais la liberté pour moi est au cœur de qui nous sommes en tant qu'être humain. Mhm. Et justement, les nouvelles technologies, dont l'intelligence artificielle, ont vocation notamment à améliorer notre quotidien. Or, ne nous éloignera-t-elle pas de notre essence? Et je rebondis par rapport au fait, justement, quand vous parlez des réseaux sociaux, etc., je me dis, il y a aussi cette notion de, on fait tous pareil, en fait. Et du coup, est-ce qu'on ne perd pas justement notre essence, notre singularité, notre authenticité? Ouais, tout à fait, mais une fois de plus, il y a une bonne intention derrière. C'est là on, on sollicite l'aide de tous ces outils technologiques, c'est pour avoir une vie plus facile, plus simple, Mhm. plus confortable. Mais la question est, même si on est tous, et moi aussi, bien sûr, attirés par ce confort de vie, est-ce que ça nous sert vraiment, quoi, ou est-ce que le confort engourdit notre âme? C'est une vraie question qu'on peut se poser, quoi. Mhm. Et je pense en effet qu'à trop se laisser aller dans le confort, finalement, on se frotte moins à la réalité, et du coup, bah, une fois de plus, on apprend moins et on a moins l'occasion d'expérimenter et même de se connaître. C'est-à-dire, on connaît pas le sens de la vie sur Terre. Certains ont une vision très cartésienne, très matérialiste, hein, au sens philosophique du terme. C'est-à-dire, ils pensent qu'on on vient là, notre corps est juste un amas d'atomes assemblés en molécules qui forment les organes, et puis que à la fin de notre vie, ben, avec notre mort, tout disparaît, et c'est la fin de tout, et après nous le néant, quoi. C'est une vision de la vie. D'autres, une vision plus spirituelle. En fait, on sait pas qui a raison sur le plan scientifique. On peut rien prouver dans ce domaine, mais certains pensent, en tout cas certains scientifiques même, pensent de plus en plus que l'âme n'est pas un sous-produit du cerveau. Et enfin, on se base notamment pour ça sur toutes les EMI, vous savez, les expériences de mort Mhm. imminente, qui nous conduisent à penser que notre conscience n'est pas enfermée dans notre boîte crânienne. Sinon, on ne pouvait pas expliquer, par exemple, que des aveugles de naissance qui vivent une expérience de mort imminente sont capables, pendant cette expérience et avant de retrouver leur conscience, sont capables de voir. Les aveugles de naissance, ils vont voir pour la première fois de leur vie, ils sont capables de décrire leur corps, qu'ils ont découvert pour la première fois, ils sont capables de décrire le personnel soignant, et même ce qui se passait dans la pièce à côté, quoi. Et ça, Mhm. on s'est expliqué autrement que par l'hypothèse que peut-être notre conscience n'est pas enfermée dans la boîte crânienne. Mais si c'est le cas, ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a peut-être autre chose que cet amas de cellules qui nous constitue, quoi. Mhm. Et à partir de là, on peut s'interroger en effet sur, alors quel est le sens de la vie, quoi? Si l'âme est distincte du corps, et peut-être qu'un élément de réponse, c'est pas, on peut pas l'affirmer, hein, dans ce domaine. Il y a que les religieux qui affirment savoir la vérité, mais sinon, peut-être qu'au niveau des hypothèses, et l'une des hypothèses serait que l'âme s'incarne parce que l'incarnation dans notre corps permet à l'âme d'expérimenter un certain nombre de choses. Et peut-être que l'âme a besoin de son opposé, puisque l'âme est une forme d'esprit pur, on pourrait dire. Mhm. Son opposé, c'est la matière, et peut-être que l'âme a besoin de la matière, donc du corps, pour se connaître, et peut-être aussi pour apprendre un certain nombre de choses. Et donc, moi, c'est un peu ma vision aujourd'hui, vous voyez. Mhm. Et à ce moment-là, il faut pas se priver d'apprendre, quoi. Si l'un des sens de la vie est d'apprendre et de peut-être faire évoluer notre âme ou lui permettre de se connaître, il faut pas se priver de l'apprentissage, il faut pas se priver de tout ce qui nous permet de nous frotter à la réalité. Donc, pour revenir à votre question sur les outils technologiques, tant qu'ils sont une aide, je dirais, tant qu'ils sont un serviteur, à ce moment-là, pourquoi pas, mais il faut surtout pas qu'ils deviennent nos maîtres, en fait, ces outils. Ouais. À ce En moment-là, fait, on peut perdre notre humanité. ouais, en fait, tout est une question finalement de curseur. En fait, c'est de mettre, j'allais dire, j'ai vraiment cette notion d'équilibre en vous écoutant. Je me dis, c'est finalement mettre de voir jusqu'où ils peuvent, justement, ces nouvelles technologies peuvent nous aider. Et effectivement, je prends l'exemple enfin voilà, des moteurs de recherche, ça nous permet d'avoir accès à la connaissance beaucoup plus facilement. Mais on a tellement accès à la connaissance que du coup, on n'en a plus accès. Et je pense que c'est ça, en fait, finalement, c'est mettre le curseur au bon endroit, Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis la question est aussi, qu'est-ce qu'on fait de cet accès à la connaissance? complètement. Est-ce qu'on va juste sur les réseaux, sur Internet, euh, pour, euh, pour avoir de la connaissance, ou est-ce qu'on y va pour être stimulé parce qu'on est dans une file Mm. d'attente, on ne sait pas quoi faire? Parce qu'en fait, il y a des chercheurs qui ont étudié l'effet sur notre cerveau de l'accès à toutes ces applications, quoi. Mm. Soit les sites en ligne de news,
ou évidemment, a fortiori des jeux vidéo, etc., on se rend compte que ça déclenche dans notre cerveau une décharge de dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qu'on appelle parfois l'hormone du plaisir, et de façon naturelle, elle va être libérée par le cerveau, soit lorsqu'on a fait quelque chose de bien, par exemple, au travail, on a réussi un projet, on a réussi quelque chose, eh bien à ce moment-là, on va avoir une décharge de dopamine, donc on va être content, on va être fier de nous, et en fait, la fonction de la dopamine, c'est de nous encourager à reproduire ce qui a déclenché en fait cette décharge, quoi. Et donc, ça va nous pousser à nous investir dans de plus en plus de projets, par exemple, des choses qui nous tiennent à cœur. La dopamine, d'ailleurs, elle est aussi libérée tout simplement quand on se nourrit, quand on mange. Et là aussi, la fonction est la même. Le but, c'est de nous, nous conduire à reproduire ce qui est essentiel, c'est même vital hein, pour notre survie, quoi. Donc, c'est la fonction de la dopamine. Sauf qu'habituellement, donc, elle est stimulée assez rarement par le cerveau, vraiment dans les circonstances que je viens d'évoquer. Mais les outils technologiques, et notamment les sites de news ou encore les jeux vidéo ou les réseaux sociaux sur lesquels on va collecter des likes ou des petites flammes ou je ne sais quoi, des pouces en l'air, en fait, ce sont des machines à stimuler la production de dopamine. C'est-à-dire, en fait, avec ces outils technologiques, on peut avoir vraiment une décharge de dopamine à la minute. Ouais. Et en fait, on parle de l'addiction des gens à leurs écrans, c'est pas tout à fait exact. En fait, les gens sont pas accros à leurs écrans, ils sont accros à la dopamine Ouais. produite pour de mauvaises raisons. J'ai envie de dire pourquoi, parce qu'à ce moment-là, le risque, c'est, puisqu'on peut avoir très facilement de la dopamine avec nos outils technologiques, le risque, c'est de nous détourner des projets qui nous tiennent à cœur. Parce que c'est, évidemment, on sait que dans un projet, il va falloir s'investir dans la durée, et fournir des efforts pour avoir, in fine, la décharge de dopamine. Mais si je peux l'avoir très facilement en allumant mon portable, au bout d'un moment, je vais me désintéresser. Tous ces projets qui sont professionnels ou personnels, d'ailleurs, hein, quand on s'investit dans un sport, on n'a pas tout de suite la décharge de dopamine. Il faut d'abord s'entraîner, vous voyez, il faut travailler quelque part. Mm. Donc, voilà, par rapport aux outils technologiques, ce sont de bons serviteurs, mais de mauvais maîtres. J'aime bien. Alors, il y a deux choses qui me venaient, donc je vais quand même poser la première question. En vous entendant, je me dis finalement, en fait, on perd aussi de la présence finalement de soi. Finalement, c'est ça aussi, parce que plus en fait j'allais dire, concentré sur ce qui se passe à l'extérieur, donc les écrans, etc. Bah, finalement aussi, on perd en présence de soi, en fait, on se décentre en quelque sorte. Oui, vous avez parfaitement raison, Sophie. En fait, ces outils attirent toute notre attention à l'extérieur de nous-mêmes. Ces Mm. outils accaparent notre attention à l'extérieur. Et ce faisant, ça nous coupe quelque peu de notre intériorité. Et l'être humain a, parmi ses dimensions, une dimension intérieure certaine et qui est importante, qui est même assez essentielle. Et le fait de se reconnecter à soi en éteignant ces machines ou en se privant de les allumer, y compris, comme je l'évoquais tout à l'heure, quand on est dans une file d'attente où en effet, a priori, on n'a rien à faire, ça peut être ennuyeux. Oui, ça peut être ennuyeux et en même temps, ça peut être une occasion, et on en a parfois quelques-unes comme ça dans la journée, pour se reconnecter à nous-mêmes, pour revenir dans notre corps, finalement, Mm. être dans la sensation et donc être plein de nous-mêmes dans l'instant présent. Et c'est quelque chose de précieux. Tous les maîtres spirituels issus de toutes les traditions dans le monde entier nous disent que le bonheur, c'est dans l'instant présent. C'est lié à notre aptitude à vivre l'instant présent et à le savourer. Ouais. Et, euh, et justement, vous parliez au début de l'interview de cette notion de liberté. Quel impact peut avoir justement ces nouvelles technologies sur notre libre arbitre? Ben, il y a plusieurs choses, je dirais. D'abord, il y a l'aspect prise de décision que j'évoquais tout à l'heure, puisque Ouais. finalement, moins avec ces nouvelles technologies, eh bien, on exerce moins notre liberté. Après, il y a un autre phénomène bien identifié qui est, comme vous le savez, que les réseaux sociaux et même les simples moteurs de recherche, en fait, parce qu'ils ont étudié et mémorisé, hein, stocké toutes les informations concernant nos recherches, ben, savent ce qui nous intéresse et donc tendent à mettre en avant de plus en plus d'informations qui vont dans le sens de nos convictions, de nos croyances. Et quelque part, on est content parce qu'on dit, ah, c'est chouette, on propose des choses qui m'intéressent et non pas le reste. Oui, et en même temps, c'est enfermant, bien sûr, puisque ça nous alimente
d'informations qui vont dans le sens de nos convictions et de nos croyances. Donc finalement, ça nous enferme dans des a priori, dans des points de vue qui, de ce fait, ne peuvent plus être élargis, Mm. voire être contestés, j'ai envie de dire, par les faits, par la réalité. Et donc, il y a une perte de liberté, en effet, puisque finalement, on s'enferme dans nos propres croyances, dans nos Mm. propres visions du monde, au lieu de permettre de s'ouvrir à autre chose. Ouais, et c'est vrai qu'en plus, je pense qu'on perd aussi peut-être ce réflexe de faire le pas de côté finalement pour voir sous un autre angle parfois certaines choses finalement, on est renforcé, j'allais dire, dans nos croyances. Donc du coup, on perd même peut-être le réflexe qu'on pourrait peut-être avoir à un moment donné de se dire, tiens, peut-être qu'il y a une autre manière de penser en fait que la mienne. Oui, tout à fait. On Mm. perd le réflexe, voire même, comme on tend tous à penser que l'information qui vient à nous par l'extérieur, que ce soit par les sites de news ou par, en effet, les réseaux sociaux, etc., l'information qui vient de l'extérieur, on croit plus ou moins consciemment que ça donne une bonne image de ce qu'est la réalité dans le monde. Mm. Mais sauf que si on ne sait pas, on n'a pas compris que c'était biaisé, puisqu'en fait, cette réalité qu'on nous présente, on nous la présente parce qu'elle correspond à notre vision du monde. Du coup, au bout d'un moment, on peut se couper complètement de la réalité et de ce qu'est véritablement le monde, sans réaliser qu'on est abreuvé d'informations qui sont juste, qui correspondent à nos croyances, quoi. Ouais, ouais. Et bah, autrefois, avant Internet, par exemple, moi, je prenais l'habitude de lire, sur le plan politique, un journal de gauche, un journal de droite. Et je me Mm. disais, bah, finalement, voilà, je vais avoir deux visions du monde et peut-être que la vérité est entre les deux. Mm. Alors que si évidemment, on ne lit qu'un journal qui correspond à nos opinions politiques, en l'occurrence, bah, on va être enfermé dans celle-ci, quoi. Mais en Mm. fait, là, ce qui est vrai donc sur le plan politique est vrai dans tous les domaines. Ouais. Dans tous les domaines. On évoquait par exemple tout à l'heure ensemble la vision de la vie, avec cette interrogation. Qu'est-ce que le sens de la vie? Pourquoi sommes-nous sur Terre, etc. Ah, là aussi, on a tous forcément des a priori dans ce domaine. Et avec les réseaux sociaux et ces outils technologiques, on risque d'être enfermé dans notre propre vision, alors que Mm. sinon, on pourrait évoluer au cours de notre vie, quoi. Et justement, à votre avis, enfin selon vous, comment ne pas perdre notre pouvoir de décision dans une société qui vise la perfection, justement? Eh bien, je pense que déjà, hormis le fait d'utiliser avec parcimonie ces applis, ces outils, ben, il y a le fait de reconsidérer notre relation à la perfection, et notamment à la perfection dans la prise de décision, donc ce qui revient à accepter l'échec. Une fois de plus, c'est très mal vu l'échec, alors surtout dans notre pays, hein, il y a une vraie dimension culturelle. Mm. Moi, je suis beaucoup formé aux États-Unis. Aux États-Unis, l'échec est bien vu. C'est-à-dire quelqu'un qui, par exemple, va lancer un projet professionnel, et se planter, il va le mettre sur son CV et ce sera interprété par, les employeurs comme de l'expérience. Ils vont se dire, ah tiens, celui-là, hein, déjà, on dirait il a eu le courage de lancer quelque chose et parce qu'il a échoué, il a appris. Mm. En France, si on vit la même chose, le même échec, on va le planquer, en fait. On va le faire disparaître du CV, quitte à modifier un petit peu nos dates, Mm. que ça ne se voit pas, quoi. Donc, on a un vrai problème en France, culturellement, dans la relation à l'échec. Et c'est dommage parce qu'on gagne à comprendre que non seulement l'échec fait partie de la vie, c'est normal d'échouer, personne n'a une vie parfaitement linéaire. Et deuxièmement, c'est normal, mais c'est aussi souhaitable. Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure. L'échec est ce qui nous permet de nous connaître assez souvent, et donc de nous réinventer parce qu'on est confronté à l'échec. Ça entraîne inévitablement une remise en question, pas Mhm. forcément tout de suite, parce qu'il y a des gens qui peuvent aussi se voiler la face et se dire, non, mais si je me suis planté, c'est la faute de l'extérieur, c'est la faute des Oh autres, oui. de mon entreprise, ou je ne sais quoi. Non. Mais au bout d'un moment, dans ces cas-là, la vie se charge de nous faire réexpérimenter l'échec. Et au Ouais. bout d'un certain nombre d'échecs cumulés, forcément, ça conduit à une remise en question qui est souvent, salutaire. Parce que sans remise en question, eh bien, en fait, on peut s'embarquer dans une direction, et notamment sur le plan professionnel, hein, s'embarquer dans une direction sans réaliser que c'est peut-être pas notre voie, c'est peut-être pas le domaine ou le métier dans lequel on peut vraiment s'épanouir et se réaliser. Et à ce moment-là, si on se pose pas de questions, ben, qu'est-ce qui va se passer? On va avancer comme ça, sans encombre, jusqu'à 50 ans. Puis à 50 ans, on va avoir une bonne grosse crise personnelle, une bonne crise existentielle, dont on pourrait peut-être se passer, parce qu'en général, quand ça arrive à 50 ans, c'est violent, hein, ça peut Mm. même conduire à des divorces. Vous voyez, ça peut être assez violent. Alors que si on est confronté plus jeune à l'échec, parce qu'on a accepté, l'échec, y compris à
travers, une fois de plus, des prises de décision qu'on a faites sans chercher à prendre absolument la meilleure décision, juste en écoutant notre cœur. Et bien à ce moment-là, ces échecs qu'on va rencontrer à ces jeunes vont nous permettre de se poser des questions, y compris des questions existentielles, avant d'aller vers la grande crise de la cinquantaine, qui à ce moment-là, du coup, n'aura pas lieu d'être. Tout à fait. Et justement, quand vous dites écouter son cœur, justement, en quoi le retour au corps peut-il nous aider dans nos prises de décision et donc dans la préservation de notre liberté individuelle? Alors, il y a quelque chose qui est difficile d'abord, que beaucoup de gens ne savent pas, et du coup, qui est difficile Mm. à comprendre et surtout à accepter pour les plus rationnels d'entre nous. Et quelque part, j'en fais partie, hein. Moi, je suis quand même de culture scientifique. À la base, je suis assez cartésien. Mm. Mais aujourd'hui, en fait, c'est scientifiquement prouvé. On a une capacité en nous que la plupart des gens ignorent qui s'appelle l'intuition. Et pourquoi? Parce qu'en fait, notre corps est une sorte de miroir de la réalité extérieure. D'ailleurs, si vous prenez, si vous ne me croyez pas, vous ouvrez n'importe quel dictionnaire, le Larousse ou le Robert, et vous lirez que l'intuition, hein, vous regardez à intuition, la définition, c'est un accès direct et immédiat à une vérité. Mm. Ah, cette capacité en nous, on l'ignore, mais on est capable d'accéder à une information qui n'est pas directement accessible par nos cinq sens. Ça peut sembler complètement dingue, mais je vous assure que c'est vrai, et c'est une fois de plus prouvé scientifiquement. D'ailleurs, chacun peut en faire l'expérience. On peut accéder à une information qui se passe à l'autre bout du monde en même temps, au même moment, voire dans le passé, et voire même dans le futur. Je sais que ça semble délirant, mais c'est la vérité. Mm. Et ça, c'est dans le corps que ça se passe. Quand on a une intuition, beaucoup de gens pensent que ça vient dans la tête. En fait, non, pas du tout. Ça remonte à l'esprit, mais ça naît dans le corps sous forme de micro-mouvements. Il y a des choses qu'on ressent, et c'est pour ça que des gens vont dire, tiens, tel projet ou telle personne, d'ailleurs, bah, je le sens pas ou je la sens Mm. pas. Mm. Et en fait, l'expression, elle est juste parce que c'est en effet dans le corps que ça se passe sous forme de sensation. Donc, on gagne à remettre notre attention à l'intérieur de nous-mêmes, une fois plus en éteignant toutes ces machines, pour être vraiment en contact avec nous-mêmes. Après, on peut aussi pratiquer, je sais pas, de la danse ou de la méditation, des choses qui vont nous aider à revenir dans notre corps pour être beaucoup plus à l'écoute de nos ressentis. Et ça aide énormément en termes de prise de décision, justement. Clairement. Avant, je voulais avoir des décisions parfaitement rationnelles, et donc j'allais lister des critères, j'allais les pondérer, hiérarchiser les choses, et parfois ça aboutissait à de bonnes décisions et parfois pas, quoi. Mm. Alors que souvent une première idée m'avait traversé l'esprit que j'avais mise de côté parce que je voulais prendre mes décisions de façon rationnelle, et souvent je prenais comme ça une mauvaise décision alors que la première idée était la bonne, et je me dis, ah, mais c'est dommage comme je l'ai pas suivi. Et ça, je pense que tout le monde a expérimenté ça. Et la première idée en question, c'était de l'intuition. Donc aujourd'hui, quand je prends une décision, je m'y prends tout à fait différemment. C'est-à-dire, ma démarche, c'est de me dire, OK, j'ai telle option qui s'offre à moi, comment je le sens? Mm. Et en fait, quand ça peut sembler vraiment irrationnel, hein, et pourtant, je prends de meilleures décisions maintenant, comment je le sens, et parfois, bah, en effet, je sens ou je ne sens pas telle ou telle option. Et c'est ça qui va guider mon choix. Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que ça revient à ce qu'on se disait au cours de notre échange. C'est aussi le fait de revenir en fait à l'instant présent, finalement, de revenir ici et pas se projeter dans le futur, dans des anticipations ou se remémorer le passé en train de dire, ah, quand j'avais fait ci, j'avais fait ça. Enfin voilà, je pense que c'est vraiment de nouveau une question de curseur, mais revenir ici, quoi. Et, Tout mm, ouais. à fait. Et, et, et d'ailleurs, ça accroît aussi notre compétence. Notre compétence est intimement liée à l'instant présent. Vous voyez, par exemple, là, vous êtes en train de m'interviewer. Mm. Moi, la différence que j'ai sentie avec l'expérience entre une bonne interview ou une qui va pas décoller, c'est la capacité de l'intervieweur à être dans l'instant présent. C'est Ouais, là l'intervieweur, le journaliste, il va préparer, c'est normal, son entretien, son interview. Mais si pendant celle-ci, il reste scotché aux questions qu'il a préparées, ça veut dire que son attention va être tournée vers le passé. exactement. Ouais, Voilà. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui va lui échapper, c'est ce qui est en train de se dérouler, en fait. Il saura pas rebondir sur une réponse de la personne interviewée, parce qu'il va penser à la prochaine question qu'il va formuler, donc orientation future, ou se remémorer celle qu'il a préparée, orientation passée. Et à ce exactement. moment-là, mon expérience d'interviewer, c'est que l'interview, elle décolle pas.
Et c'est vrai, et du coup, ça manque de mouvement, du coup, parce que je me dis le retour au présent, au corps, etc., c'est aussi ce mouvement, finalement, parce que souvent, quand on a, enfin, je pense aller aux élans qu'on peut avoir, parfois, on se dit, j'ai envie d'y aller, je le sens bien, etc. On a aussi ce mouvement, en fait, qui nous fait aller vers l'avant. Et enfin, c'est ce qui me vient, en tout cas, en vous écoutant, et je me dis, finalement, c'est ça aussi, revenir à l'instant présent, c'est mettre du mouvement, finalement. Tout à fait, c'est exactement ça. Hein. Mm. Ouais. Et quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre échange? Mon mot de la fin, bah, écoutez, si on reste sur le thème de la prise de décision, mais je dirais, je résumerai un petit peu en disant oui aux outils technologiques avec parcimonie, en trouvant un équilibre Ouais. entre l'aide réelle que ces outils peuvent nous apporter et le fait de se reconnecter à soi-même en étant à l'écoute de son corps, donc en s'autorisant à éteindre régulièrement ces machines pour se reconnecter à soi-même, se reconnecter à son corps et prendre des décisions, déjà assumer nos décisions en acceptant l'échec potentiel, c'est très important, accueillir l'échec, et d'ailleurs en accueillant l'échec en le rebaptisant expérience. Parce que D'accord. souvent, il faut 10 ans de recul pour savoir que finalement, ce qu'on en avait cru être un coup dur dans l'instant était en fait un cadeau de la vie qui nous a conduit à une prise de conscience et à une évolution. Donc, prendre nos décisions, voilà, en acceptant l'échec potentiel, donc en assumant nos décisions et en écoutant ce qu'il y a au fond de nous et ce que l'on ressent profondément. Mm. Et je me permettrais juste de rebondir par rapport à ce que vous disiez sur l'échec. Je me dis finalement aussi, c'est une sorte en tout cas, c'est le mot qui me vient, de rééducation. Parce que finalement, au début, on peut le vivre comme un échec. Et comme vous dites, à un moment donné, on le vit comme une expérience. Mais ça aussi, c'est un peu une rééducation du cerveau. Parce que plus on se dit, tiens, finalement, c'est une expérience, ben, en fait, on le vit plus comme un échec. Enfin, je sais pas, c'est de la nuance là, mais je me dis, en fait, c'est aussi une rééducation aussi de notre, bah, justement, notamment culturelle, parce qu'effectivement, en France, c'est extrêmement mal vu. Et du coup, je me dis, ça appelle ça aussi. Donc, on a moins peur après. Et puis, on y va peut-être plus facilement aussi, parce qu'en fait, notre manière d'aborder peut-être l'échec, ben, si on le voit comme une expérience et l'expérimente vraiment comme ça, au fur et à mesure, on l'intègre comme ça. Mais finalement aussi, je pense que c'est peut-être plus fluide aussi. Peut-être. Ouais, tout à fait. Vous avez parfaitement raison, Sophie. L'être humain ne peut pas s'empêcher d'étiqueter les événements. Ouais, Et donc, en effet, et c'est l'étiquette qu'on met. ouais, Si on change l'étiquette, qu'on se dit, tiens, je viens de vivre une expérience désagréable, certes, mais une expérience, à ce moment-là, le simple fait de l'étiqueter expérience nous autorise à envisager que peut-être cette expérience désagréable dans l'instant peut nous apporter quelque chose et nous nourrir ouais, pour notre... complètement. En tout cas, un grand, grand merci, Laurent. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Merci, Sophie. Merci à vous. Et en tout cas, j'invite les auditeurs à découvrir votre nouveau roman initiatique, Un monde presque parfait, paru aux éditions Mazarine, que j'ai beaucoup aimé et qui est très, très riche et qui visite beaucoup, enfin, je trouve qu'il est multifacette. En tout cas, c'est comme ça que j'ai réceptionné en le lisant. Il y a plusieurs, on peut avoir plusieurs lectures. En tout cas, c'est comme ça, moi, que j'ai réceptionné en tant que lectrice. Et du coup, je le trouve vraiment très, très riche. Donc, un grand, grand merci aussi pour cet ouvrage. Merci, Sophie. Bonne journée à tous. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans 2 semaines. À bientôt!